On se retrouve dans le temps de l'info avec Alain Bauer. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie et auteur du dictionnaire amoureux illustré du crime aux éditions Grand. Les crimes les plus horribles, les arnaques drôles aussi parfois. Franchement de la terreur. C'est une galerie de portraits de tous les odieux personnages qui font vaciller, bousculer et qui font basculer même dans le sordide, faut être clair. Alors je me lance. De Barbe Bleue à Francis Saulme, en passant par Marc Dutroux, Michel Fourniret, Charles Manson, Guy Georges, vous retrouverez Jacques l'Éventreur, l'étrangleur de Boston, l'éventreur du Yorkshire, le boucher de Hanovre, le vampire de Düsseldorf, le monstre de Florence, le monstre de Rostov. Et je vais reprendre mon souffle. Vous nous faites entrer dans un monde absolument étrange, mais franchement fascinant. Alors comme ça, au commencement était le crime, Alain Bauer, vous dites « L'histoire de l'humanité est ainsi marquée d'épisodes sanglants et souvent fondateurs. On pourrait presque écrire qu'au commencement était le crime. » Comment ça ? D'abord, comme vous le savez, Abel, Caïn, oui. Tous nos fondamentaux sont nés autour de la lutte supposée, pour ceux qui croient, entre le bien et le mal. Et donc que ça soit le tabou, le péché ou le crime, délit au sens pénal, nous avons commencé notre existence humaine organisée avec la manière dont nous avons autorisé et interdit, prévu, dissuadé et puni toute une série d'actes que nous n'acceptions pas et qui évoluent dans le temps. Et parmi ces phénomènes, il y a des individus. La criminologie, elle est née de la relation entre un ou des auteurs, une ou des victimes et des circonstances. C'est Émile Durkheim qui a précisé ça il y a plus de 100 ans et qui permettent de voir ce que sont les auteurs les plus emblématiques, mais vous avez aussi des policiers, des magistrats et des personnages de romans. Je veux dire, si je vous dis Arsène Lupin, ça vous fait moins peur que l'étrangleur de Rostov ou l'éventreur de Boulogne-Billancourt. Mais j'allais y venir. Voilà. J'allais y venir. Donc, en fait, vous avez dans l'histoire du crime, c'est l'histoire de la vie et de la mort. Et de l'amour. C'est ce qui fascine le plus, oui, bien sûr. Et de l'amour. De l'amour trop ou de l'amour plus, d'ailleurs. Parce que le crime dit passionnel, c'était quand même le cœur fonctionnel de la relation humaine. Par exemple, en France, à la différence des États-Unis, par exemple, on tuait beaucoup plus des gens qu'on aimait trop ou qu'on n'aimait plus que des individus ordinaires. La France, c'est un pays où on tuait peu. On tue un peu plus que d'habitude ces temps-ci, mais où l'essentiel de l'activité criminelle était lié à la nature sentimentale, passionnelle, relationnelle qu'on avait avec d'autres. Ailleurs, on était beaucoup plus dans une relation que je qualifierais de matérielle. On tuait pour voler, on tuait pour posséder, on tuait pour se venger, mais pas systématiquement parce qu'on avait eu une relation intime avec la victime. Et donc, le processus général, le crime, c'est la vie, vraiment la vie. Elle est au cœur de tout. Et si vous regardez ce qui passionne les gens, c'est le fait divers. Et le fait divers, c'est le sujet de la discussion du matin au café, dans les transports, à la pause. Et regardez les scores d'audience des émissions télévisées portant sur le crime en docu ou sur le crime en fiction. Vous avez même, depuis quelques jours sur TF1, mon éminente et unique collègue, professeur de criminologie, qui est revenu pour la 2e saison de sa série, donc, et qui fait des scores d'audience tout à fait remarquables. Donc il y a un attachement des gens à la nature à la fois noire et parfois rassurante, quand l'enquête aboutit, quand on découvre la vérité, quand on empêche le crime, quand on interpelle l'auteur. Alors, excusez-moi de casser un peu l'ambiance, mais quand vous parlez de cet aspect un peu romantique des crimes passionnels, me semble-t-il aujourd'hui ce qu'on appelle des féminicides, parce que c'est souvent... D'abord, on tue des hommes aussi. Ah oui, beaucoup de femmes. On tue des hommes. Il y a des femmes qui organisent l'assassinat de leurs concurrentes. Des femmes qui assassinent l'assassinat de leur mari, les veuves noires ne sont pas une invention récente. Et donc, alors j'ai pas parlé de l'aspect romantique des féminicides. Ça c'est votre mot, c'est pas le mien. Non, il n'y a pas d'aspect romantique. Il y a un aspect excusé dans les tribunaux des crimes qu'on disait passionnels. Il y a un aspect populaire. Et cet aspect de fascination du public pour l'activité criminelle est né de l'existence même de l'activité criminelle. Ce qui intéressait le plus les premiers faits divers sont nés des annonces publiques qui étaient faites au forum
où on racontait ce qui s'était passé et l'activité des tribunaux. Parce qu'à l'époque, là, on interpellait, on jugeait, on condamnait dans le même mouvement. Il n'y avait pas d'enquête, tout ça se faisait rapidement. Et donc le matin, l'annonce officielle des nouvelles du jour, vos ancêtres, c'était de dire tous les crimes qui s'étaient passés, la manière dont ils avaient été traités, si la personne avait été arrêtée et la manière dont elle avait été punie. Xavier Giacomoni. Pour compléter ce que disait Claire, on sait aujourd'hui que les crimes passionnels n'existent pas, en tout cas c'est plus retenu comme ça par la justice. Ah oui, ça n'a jamais été dans le code pénal. Oui, mais c'est un vocable qui a été utilisé pendant très longtemps et qui a changé ces dernières années. Mais moi ce qui me passionne, c'est pourquoi ça passionne autant le public, ces criminels et ces crimes. Quels sont les ressorts de cette passion ? Alors, vous avez plusieurs options. D'abord, chez un certain nombre de femmes qui deviennent follement amoureuses de tueurs en série. Vous avez ce qu'on appelle le syndrome de qui se marient de en prison avec l'infirmière. eux, oui. Non, et qui reçoivent des milliers de lettres en amoureux. Alors d'abord, elles veulent le sauver. Et donc, c'est une passion de sauvetage qui se transforme souvent en passion criminelle ou en complicité, y compris en essayant de les faire s'évader ou en les aidant. Voilà, ça arrive un peu partout aux États-Unis récemment avec une gardienne de prison. Vous avez aussi le fait qu'on est passionné par le côté noir de la force, vous savez, par ce qu'on s'empêche de faire, mais avec les petites pulsions. Vous avez eu récemment un assassinat, un meurtre, un homicide, on va le caractériser un jour, d'un cycliste par un automobiliste, parce que la pulsion irrésistible, la pulsion de mort, comme disait Mérine, est arrivée dans une problématique où en général on s'énerve beaucoup, parfois on se bat, mais on ne se roule pas dessus. Le meurtre au travail est devenu beaucoup plus récurrent qu'il ne l'était avant. C'était une histoire qu'on se racontait aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, on voit des gens qui viennent régler leurs comptes de manière définitive avec leurs collègues ou leurs patrons, leur hiérarchie. Donc la passion du crime, elle est née de l'idée qu'on pourrait peut-être soi-même se laisser aller. Et il y a une sorte de catharsis en regardant ce que font les autres. Et vous, Alain Bauer, est-ce que vous êtes attaché à certains d'entre eux ? Est-ce qu'il y en a que vous trouvez même plus que fascinant, attachant ? Moi, j'ai une relation totalement clinique, c'est-à-dire je m'interdis ni haine, ni amour, ni passion, ni attachement, rien. Parce que mon rôle est d'abord de comprendre ce qu'ils font, ce qui les a poussés à le faire, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait. Et d'ailleurs, de temps en temps, des criminels me disent ce qu'ils diraient probablement même pas à leurs avocats. Donc il y a une relation de confiance, mais qui est née par la distance. Et donc cette distance, elle interdit. Bon, il y a quelques cas où, malgré une longue expérience, j'ai un peu de mal, c'est tout ce qui concerne les meurtres d'enfants. Je reconnais que je n'ai pas encore atteint une totale maturité professionnelle dans ma capacité à la distance. Je n'y suis toujours pas arrivé, donc il paraît que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui trouvent que je suis un peu froid par rapport aux autres opérateurs criminels. Mais sur le reste, non, la distance est le seul moyen, c'est une distance clinique. Vous savez, la criminologie, c'est un diagnostic partagé, un pronostic discuté et une thérapeutique disputée. Mais il faut avoir beaucoup de distance avec le malade, car si on y est trop attaché, on ne supporte pas ni la souffrance ni le décès, parce qu'on n'a pas réussi à le sauver. Voilà, nous, on est dans une logique vraiment de choix de distance, ce qui fait que si j'ai écrit ce dictionnaire amoureux, il y avait un petit côté provocateur, mais c'est surtout parce que je voulais montrer ce qu'était la réalité de cette fascination pour le fait divers. Je vous rappelle d'ailleurs que ça a commencé avec l'affaire Tropman, le petit journal, il y a plus de 150 ans, où un journal, pour se vendre, a décidé de faire les affaires par épisode. Donc il faisait des dizaines d'éditions par jour, où chaque fois qu'il y avait une information, au lieu d'aller sur une chaîne d'information en continu, on avait une édition spéciale du journal. Il s'en vendait des millions d'exemplaires, Détective, le journal Détective, a été inventé par la maison Gallimard. Ah bon ? Parce que c'était un outil littéraire. Donc, tous ces éléments-là ont fait partie d'une histoire de l'intérêt pour le crime, avec soit la volonté de le documenter, soit la volonté de le fictionnaliser, soit la volonté de le mettre, d'en créer une sorte d'événement fascinant et mis en scène. Et mais les trois éléments sont venus ensemble. Et il y a de l'humour. Il y a de l'humour dans votre livre. Et à la lettre B, on trouve le mot bar.
Et vous dites le siège social du crime. Oui, bien sûr. Le Petit bar, siège social du crime. Enfin, les Corses, vous parlerez ça bien. Mais c'est un événement, oui, c'est un élément qui fait partie de la vie. D'ailleurs, parce que c'est là où on en parle le plus. Et parfois, c'est là où on les organise aussi. Donc, oui, il faut avoir une vision détachée des questions criminelles. C'est-à-dire que la fascination, elle peut être morbide. Moi, je préfère qu'on en ait un intérêt à la fois pédagogique, détaché, distancié, informé, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés. Il y a d'ailleurs un très long chapitre sur les outils criminologiques. Oui, je n'ai pas oublié d'où je viens, pour expliquer comment on comprend mieux le crime, justement, en évitant la fascination et le fait de simplement être en recul. Il fait partie de la vie, et donc pour mieux le comprendre, il faut mieux le préciser, il faut avoir des outils. Et là, c'est un outil qui est moins lourd qu'un dictionnaire papier, parce que l'illustration, elle a aussi ce côté formidable de montrer la manière dont on l'a vu, parce qu'il y a des images qui sont ancrées en nous, des images qui ont été particulièrement impressionnantes à l'époque, qu'on a oubliées. C'est important de retrouver aussi la mémoire du crime dans sa présentation, dans sa mise en scène, à travers les époques. Et particulièrement aussi dans la fiction, parce que la fiction vit essentiellement par le crime. Vous imaginez, on enlève le crime du théâtre, du roman, de l'opéra, il ne reste pas grand-chose. Du cinéma, de la télévision. On ne va pas se parler de grand-chose. Mais il y a aussi donc cette réalité actuelle. Quand on voit la vague de meurtres, je nous ramène à ce qui se passe aussi en ce moment pour mettre en perspective de crimes à Marseille récemment. Est-ce que, donc, au regard de ce que vous étudiez à travers ce livre, vous dites que oui, nous sommes arrivés à un niveau inédit aujourd'hui de violence dans le pays? Est-ce que la situation, oui, s'est aggravée, ou faut-il regarder en arrière, dans le rétro, et tenter de relativiser? Alors, situation inédite, non. Notre plus haut niveau de criminalité violente organisée, d'abord, on n'a pas d'indicateur, à part les morts. On ne sait rien compter d'autre. De la même manière, parce que le droit de cuissage d'hier est devenu le viol aujourd'hui. Comment on compte pas. Il nous reste, depuis 1539, merci François Ier, l'état civil nous permet de savoir qui naît et qui meurt. Et donc, de plus en plus, on sait même de quoi on meurt. Donc, au pire de l'histoire de France hors guerre, nous avions 150 homicides pour 100 000 habitants. Alors pourquoi 150 homicides pour 100 000 habitants? Ça permet de régler le problème de la démographie. Il y avait 30 millions d'habitants hier, on est à près de 66 aujourd'hui. Évidemment, on ne compte pas le nombre de crimes si on n'a pas un indicateur de relativisation du nombre d'habitants. 150 pour 100 000. On est tombé à 1. Je peux vous expliquer sans aucun problème que jamais on a aussi peu tué en France. Sauf que ça n'est pas tout à fait vrai. Parce que depuis 2012, le plus bas niveau du nombre d'homicides enregistrés en France, 700, nous avons une remontée d'une rapidité, d'une intensité, d'une gravité, elle, inédite. En 10 ans, nous sommes passés de 700 à plus de 1000, 50% d'augmentation. Mais surtout, si on prend les tentatives d'homicide, ce que moi j'appelle les homicidités, qu'on mettait toujours de côté parce que dans la tentative, on ne mourrait pas ou on ne mourrait pas tout de suite, ce qui fait qu'on ne les enregistre pas. Mais qu'est-ce qu'une tentative d'homicide? Un homicide raté. Soit par l'efficacité des services de secours, à qui il faut rendre hommage, soit par l'incompétence et la stupidité des auteurs, à qui il faut rendre hommage aussi parce qu'ils ont raté quand même. Kalachnikov, ça tire, mais ça tire pas droit. Et en fait, on est à plus de 5000, le chiffre le plus important dans l'histoire de la statistique nationale. 2023 est la pire année criminelle, au sens des homicides et tentatives, de l'histoire de la statistique criminelle française. Il y a donc là un problème majeur, inédit. Donc la statistique commence dans les années 72 de manière très précise, donc c'est 50 ans, mais il y a là un problème inédit. Donc là, vous avez raison, cette inversion de tendance que j'appelle une régression historique de la civilisation des mœurs, du fait qu'on se tuait moins, on se tapait moins, on se parlait plus, et on faisait confiance à la médiation judiciaire, sociale, familiale. En fait, nous avons une inversion de tendance. En 10 ans, un peu plus de 10 ans, on est à retrouver un niveau extrêmement élevé d'homicides et un niveau inédit d'homicides et de tentatives. Il y a des mots très forts qui ont été prononcés ces derniers jours, à l'occasion de ces crimes, avec cette histoire de gang, avec la DZ Mafia, de mexicanisation de notre État. Oui, parce que ça a été très contesté même sur ce plateau.
Alors, mexicanisation, nous sommes encore très très loin. 30 000 homicides par an au Mexique. Oui, c'est ça. On en est très loin. Bon, voilà. Mais non, le Mexique, il y a 4 problèmes. Le problème, d'abord, c'est que l'État mexicain n'est plus un État, c'est-à-dire qu'il a perdu toutes ses provinces nord, celles qui sont à la frontière des États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes se demandent s'ils tiennent encore l'autre côté de la frontière, puisque de temps en temps, il y a des incursions avec des véhicules blindés des narcos dans le part nord-américaine du pays, et vous avez tous les ans la publication du chiffre du rapport national sur les gangs qui montre une incursion alors centra-américaine et mexicaine, mais aussi un peu colombienne, et puis beaucoup du Honduras et du Salvador, les Maras Salvatrucha, c'est des structures très puissantes dans les prisons, mais aussi dans les villes américaines, donc un vrai transfert qui n'est pas celui de la France, mais vous avez une gangisation. Quand on passe de la bande au gang, on a un problème. Donc on n'a pas les narcos, mais ils y ressemblent de plus en plus. Et vous prenez par exemple des Z-Mafia, par exemple, c'est un embryon de ce que pourrait être un gang mexicain un jour. Un embryon. Mais de la même manière que Carbone et Spirito, dont je parle, sont les inventeurs du kyste criminel, le seul kyste criminel qui ait survécu à tout en France, qui est le kyste criminel marseillais, est né là-bas et personne n'a jamais réussi à l'éradiquer, et ça fait plus de 100 ans. Donc on a un début de transformation des structures criminelles françaises. Nous n'avons jamais connu une mafia. Jamais. Nous avons connu des criminels organisés, quelques criminels transnationaux, mais la mafia s'est toujours méfiée de la France à cause de la puissance et de l'organisation de son État, de sa police et de sa gendarmerie et de son système judiciaire. En fait, le rabougrissement de l'État, son affaiblissement structurel, son incapacité à se donner les moyens de maintenir l'ordre, ce pourquoi il est né, l'État a été inventé pour cette promesse-là, a amené aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs dans des pays qui nous entourent, la Belgique, qui est quasiment un narco-État, le nord de l'Espagne, qui est totalement gangréné par les Colombiens cette fois-ci, la Hollande, qui se pose des problèmes de protéger à la fois la famille royale et le Premier ministre de la Mocro-mafia, qui est une mafia marocaine, la réimplantation des Grenoblois, les Italo-Grenoblois, c'est une histoire d'il y a 50 ans, qui nous revient comme ça brutalement, mais qui n'avait jamais vraiment disparu, et surtout l'implantation dans des petites et moyennes villes de groupes criminels organisés qui n'existaient pas avant, avec 3 problématiques. D'abord, un phénomène de production de plus en plus autonomisée et indépendantisée sur le territoire, à la fois en cannabis et en drogues chimiques de toute nature, ecstasy, MDMA, ce qu'on veut. Donc avec des labos qui sont revenus. La French Connection est revenue, mais décentralisée. C'est plus les labos niçois ou marseillais, mais là c'est vraiment un peu partout. Deuxièmement, un dispositif de distribution qui est très décentralisé. On est passé de l'hypermarché à la supérette, avec des réseaux qui sont très indépendants et autonomes. Et depuis Farid Benalla, qui est le premier en 2006 à avoir créé la guerre de succession et la guerre de sécession marseillaise. On a perdu en même temps le contrôle des cités, avec les petits caïds des cités qui sont devenus indépendants du crime organisé, et le parrain du crime organisé, le juge de paix, qui était Jean-G. Colonna, mort bêtement d'un accident de voiture, ce qui pour un parrain n'est pas raisonnable, mais qui fait partie des enjeux de l'histoire et qui n'a jamais été remplacé. Donc un problème d'organisation et de structuration du crime organisé français qui s'est délité, et un problème de décentralisation et d'accélération des trafics, d'expansion surtout, et puis un problème de consommation. Vous avez beaucoup... Puisqu'on a le plus grand nombre de consommateurs d'à peu près tout en expansion en Europe, avec la réglementation la plus rigide et la plus incohérente, la plus inconséquente et la plus inadaptée, et donc des effets secondaires qui sont des guerres un peu partout, avec beaucoup de règlements de compte, ce qui influe aussi sur l'augmentation des homicides. Que faire? Et vous n'allez pas du tout apprécier l'exercice que je vais vous proposer, je le sais d'avance, mais vous avez conseillé beaucoup, vous avez conseillé au plus haut niveau, vous avez conseillé la police de New York également. Vous conseilleriez quoi à Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, aujourd'hui? D'abord, le ministre est un ministre. Donc, dans la ministre, il y a une posture politique qui n'est pas la mienne. Il y a un problème de communication qui est un sujet qui lui est propre et qui n'est pas le mien non plus. Mais qui est un problème, sa communication? Non, la sienne, elle est cohérente. Il y a un ministre de l'Intérieur qui dirait l'inverse de ce que dirait Bruno Retailleau, ne serait plus ministre de l'Intérieur. Il est parfaitement, enfin franchement, il est parfaitement de l'ordre. Vous imaginez, du désordre, du chaos, ça ne va pas le faire. Non, il est très... moi, je trouve qu'il est parfaitement dans le rôle. Le problème des ministres de l'Intérieur, c'est que vous avez 2 types de ministres de l'Intérieur. Les ministres de la police et les ministres des policiers.
il faut trouver son style. Le ministre de la Police, il a une vision de l'ordre, et le ministre des Policiers, il a un problème RH. Un bon ministre de l'Intérieur, c'est celui qui fait le lien entre les deux, parce qu'il y a une cohérence générale et une problématique. Voilà, la police, elle est démoralisée, elle est dans une situation très difficile, sa relation avec la population est complexe, et l'idée qu'on a peur du gendarme a disparu, puisqu'aujourd'hui, magnétiquement même, ils attirent les agressions et les guet-apens plutôt qu'ils ne les repoussent. Donc on a un problème général de réorganisation de la présence sur le territoire, de restructuration de la police et surtout de mise en cohérence de la doctrine, c'est-à-dire à quoi elle sert et pourquoi faire, et de la cohérence. Alors j'appelle pas ça la chaîne pénale parce qu'on entend les cliquetis, mais de la cohérence pénale entre ce qui est interdit, ce que le code pénal dit qui est interdit, la manière dont on répond à l'interdit et l'incapacité qu'on a à le faire, parce que magistrats et policiers sont submergés par l'ampleur de la tâche et par un code pénal qui a été inventé avec une morale du 18e, des moyens du 19e et une criminalité du 21e. Donc il y a un gros travail de mise en cohérence. Mais pour ça, il faudrait que tout le monde se parle. Or, la plupart des opérateurs considèrent que les policiers sont des fascistes et les magistrats sont des laxistes, ce qui n'est vrai ni pour les uns ni pour les autres. Des démonstrations, c'est qu'on n'a jamais autant condamné à des peines aussi longues, des gens aussi jeunes et que les prisons débordent. Donc, le laxisme. Mais par contre, c'est extrêmement long et on ne sait pas faire de sur-mesure. On ne sait faire que du prêt-à-porter. Donc soit on est trop petit, soit trop grand, mais on ne sait pas traiter de la question criminelle. Donc le premier élément, c'est la saturation du terrain. Ce qui a été la démonstration faite, notamment récemment, tout le monde se félicite des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques à Paris, c'est une ville fermée, avec une saturation du terrain, qui n'a pas totalement éliminé la criminalité, qui l'a un peu répartie à l'extérieur, et réduit dans des conditions un peu montagne russe pendant ces temps. Mais ce choix-là, c'est un choix délibéré et déterminé. On doit s'arrêter là. On aurait pu continuer longtemps, hein. Vous me l'accordez ? Donc ça s'est pas trop mal passé. Ah mais je n'étais pas inquiet. Hein. Non, on n'a pas lu tout le dictionnaire. Je respectais une promesse. Non, c'est vrai, tout à fait. Le dictionnaire criminel amoureux du crime aux éditions Grandes. Oui. C'est ça, sauf erreur de ma part. C'est franchement passionnant, c'est assez drôle, étonnamment, et c'est assez joli. En plus, c'est un bel objet. Merci Alain Bauer d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous.